Bonjour, alors bienvenue à cette deuxième journée du Forum sur le patrimoine religieux. Alors prenez place, on est content de voir que vous êtes aussi nombreux qu'hier. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, alors j'espère que vous avez apprécié votre soirée, que vous êtes tout disposés ce matin à poursuivre nos travaux, appelons ça des travaux. Nous allons certainement réfléchir beaucoup ce matin. Vous savez, hier, on a mesuré jusqu'à un certain point le chemin parcouru ensemble depuis 20 ans. À travers l'histoire d'un organisme, on voit comment sont croisés les grands enjeux du patrimoine religieux, du patrimoine culturel au Québec. On a pu faire ressortir des bilans, des chiffres, des constats aussi qu'on a pu dresser pour la suite des choses. On a aussi découvert des projets, des engagements très inspirants, des mobilisations fondamentales, mais tellement motivantes. Il y avait plein d'énergie là-dedans et à voir hier à 5 heures à quelle vitesse vous vous êtes rendu à la chapelle, à quelle vitesse vous avez monté la côte de la montagne. Je me disais, bon, il y avait de l'énergie. On voit que les montagnes ne sont pas insurmontables. Alors, aujourd'hui, 2 temps. D'abord, une table ronde. 3 intervenants vont se succéder et vont ensuite nous permettre d'avoir ensemble une séance d'échange, une plénière. C'est vraiment l'esprit de nos forums, de pouvoir avoir la chance d'échanger avec vous. C'est une occasion aussi pour vous de vous exprimer, de partager vos idées. On est tout à l'écoute ce matin pour entendre ce que vous avez à dire. C'est un exercice qui est précieux et je compte bien stimuler cette plénière autant que je le pourrai. On va aussi, après la pause, découvrir 2 projets qu'on considère comme des projets d'avenir, des projets inspirants qui sont, sinon terminés, sur le point de l'être. On va se rendre en Estrie, mais aussi à quelques centaines de mètres d'ici, à la Maison de la littérature, qu'on va découvrir d'abord ici même ensemble, mais ensuite, en vrai, on va se rendre sur place pour terminer ce forum avec la visite de la Maison de la littérature. Je vais vous revenir avec les consignes et les détails là, pour se rendre. Alors, ce matin, pour la prochaine heure, on ouvre une table ronde qui va nous permettre donc d'accueillir et d'entendre 3 intervenants réunis ensemble pour nous partager chacun sa vision, son expérience et son domaine, son champ d'intervention respectif. Et à travers ces expériences, on va pouvoir peut-être développer ensemble un dialogue, échanger sur des bonnes idées qui vont avoir été soulevées. Des pistes nouvelles, peut-être, mais certainement des façons de faire différentes et des façons de faire inspirantes. Alors, nos 3 invités ce matin, d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir M. Luc Noppen, qui est professeur titulaire au département d'études urbaines et touristiques de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Alors, M. Noppen est très impliqué, comme vous le savez certainement, comme chercheur, expert en patrimoine religieux. On lui doit de nombreux ouvrages, de nombreuses communications au Québec et à l'étranger. Il est aussi très impliqué dans des démarches très concrètes pour la réutilisation de bâtiments religieux, mais aussi des expériences sur des territoires. Et c'est probablement de ça dont on va entendre parler ce matin, puisqu'il est directeur scientifique du Plan Église, une démarche qui est développée sur le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Alors, ce sera notre premier invité et va lui succéder Serge Filion, urbaniste émérite, bien connu, investi dans de nombreux projets urbains pour le compte de la Ville de Québec, à la Commission de la capitale nationale du Québec, très impliqué aussi à l'Ordre des urbanistes du Québec. Il est commissaire au Conseil du patrimoine culturel du Québec et une fonction que je partage avec beaucoup de plaisir avec lui. Et notre 3e invité, notre président, M. Jean-François Royal, donc directeur du Musée des religions du monde de Nicolette, donc un regard sur l'implication des musées, mais particulièrement sur le travail du Conseil du patrimoine religieux, donc une réflexion
basé, peut-être inspiré de notre journée d'hier, que l'on va poursuivre et partager avec lui ce matin. Voilà, alors sans plus attendre, j'inviterai donc M. Noppen à nous adresser la parole. Bienvenue à vous. OK, merci, merci, merci. Je me vois comme ça, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne pensais pas être le premier, donc il m'incombe en quelque sorte de vous réveiller. Non, je suis habitué de faire ça dans mes grandes classes. Là. Le matin, quand on commence, on baisse la lumière. Il y a des esprits qui s'évanouissent. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de choses, mais essentiellement autour de l'idée du plan Église qu'on développe pour nous à l'UQAM. C'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui a amorcé un projet beaucoup plus vaste qu'on a déposé au Conseil de recherche en sciences humaines et avec lequel on va fonctionner pendant 7 ans à partir de 2016, un projet de 2,5 millions qui va aller dans la suite des choses. Donc, c'est le service aux collectivités de l'UQAM, mais dans les nouveaux programmes de subvention, les collaborations avec les partenaires du milieu. Donc, le plan Église, c'est quoi? On s'est attaché à un territoire et le plan Église, ça a commencé dans fin des années 80 à Québec. On a fait un plan Église avec la Ville de Québec, une étude sur les bâtiments, etc., dans lequel il y avait plusieurs phases. Ça a arrêté après, il y a eu la première phase, ensuite l'entente signée avec le diocèse à l'époque, entre Monseigneur Couture et M. Lallier, ça passait assez bien. Ensuite, il y a eu une implémentation, en bon français, réglementaire, une protection des bâtiments. Puis après, ça s'est arrêté là un peu. Donc, aujourd'hui, la Ville, je ne pense pas que la Ville de Québec soit très excitée à l'idée de s'occuper de l'avenir de son patrimoine religieux, même si on devrait dire qu'il n'y a aucune ville au patrimoine mondial qui ne se distingue pas par ses couvents et ses églises. Donc, Québec est un peu un mauvais élève dans ce tableau-là. Mais c'est arrivé là, on a fait un plan Église pour Montréal aussi, mais c'est assez compliqué là, avec tout le milieu social, ça a bien été, mais avec le diocèse, là, on n'a pas avancé beaucoup. Donc là, on a eu un bon accueil au diocèse de Valleyfield avec le musée de Vaudreuil-Soulanges, le musée régional de Vaudreuil-Soulanges. Et c'est Edith Préjean, là, qui est chargée de projet, là, qui dirige ce projet pour le moment à partir du milieu. Alors, vous voyez ce que c'est? C'est une centaine d'églises, le partenariat entre le musée régional, qui est le hub, là, la maison mère de ce projet-là, avec la chaire de recherche en patrimoine urbain à l'UQAM. Et donc, le financement vient de la chaire de recherche du Canada et des MRC. Donc, il y a 5 MRC qui se sont commises en versant des fonds. On a un budget pour 2 ans de 200 000. Et pour nous, donc, c'est le laboratoire dans lequel on a commencé à explorer des approches, des méthodes et qui font qu'on arrive à convaincre les conseils de subventionnement pour aller plus loin dans ce domaine-là. Évidemment, on a comme partenaire important le diocèse de Valleyfield qui s'est dit que ça nous paraît une bonne idée d'avoir de l'aide dans ce problème du transfert de ce patrimoine à caractère religieux à la société civile. C'est quoi un plan Église? C'est d'une part l'évaluation du patrimoine et du potentiel de réutilisation du patrimoine. C'est un travail expert. Et de l'autre côté, le travail avec les gens, les acteurs du milieu, qui, eux, expriment leurs besoins, qu'on essaye d'aider à mettre en forme. C'est l'animation du milieu. On fait l'étude d'adéquation entre les deux. On développe une vision qui est l'outil avec lequel on mobilise les citoyens pour développer un projet. Puis ensuite, on intervient, on aide dans le développement du projet, l'inscription du projet dans le plan d'affaires du groupe de l'OBNL qui dirige le groupe, ou du groupe communautaire, ou encore dans le plan d'affaires, le budget municipal, on va voir comment ça se répercute, ou bien avec des subventions, comment ça se répercute sur le compte de taxes, et ainsi de suite, avec tout. L'essentiel dans ce plan Église, c'est les flèches, la médiation. Chaque cas, c'est des dizaines de rencontres, convaincre les maires, les conseillers dissidents, rencontrer les citoyens, développer des outils de conviction, mieux inscrire la notoriété du bâtiment dans le milieu, ensuite les informer, les amener visiter des cas où ces choses ont bien été, leur transmettre d'informations sur les possibilités budgétaires,
sur le réalisme de certaines choses. La régie du bâtiment nous empêche de faire des choses, mais on est dans le plan Église, nos budgets, nos projets vont tous entre 600 000 et 1,2 million. J'ai fait un projet à 22 millions, Saint-Brigitte, je dis, j'en ferai plus. Ça se fait, mais on se fait des misères pour rien. Les étapes d'un plan Église, mais bon, il faut que ça se fasse, parce qu'il y a quand même en ville, en milieu urbain, les églises sont considérables, et puis les pressions immobilières sont là. Les étapes, alors je vais énumérer rapidement, il y a beaucoup de travail au niveau de la connaissance. Souvent, les gens ne savent pas qui a fait leur église, quelle est l'importance de ce personnage. On a dans notre région, là, on a une douzaine d'églises de Victor Bourgeot, dont la moitié ne sont pas connues. Donc, le seul fait de les ramener à la vie, puis ensuite de faire remarquer aux gens comment c'est intrinsèquement lié à l'histoire, à la genèse, au développement de leur village, et pourquoi, s'ils habitent à Saint-Étienne, c'est parce que Saint-Étienne, c'est le premier martyr de l'Église chrétienne, mais c'est aussi une paroisse qui est créée, et puis avant de créer la municipalité, dans le cas de Saint-Étienne, c'est différent, les gens sont battus, ont obtenu une municipalité avant de créer la paroisse, mais généralement, c'est le contraire. Mais les gens redécouvrent un peu leur histoire, et ensuite, comment c'est des gens, leur famille, qui a donné le terrain, puis c'est là-dessus que tout ça s'est développé, puis ainsi de suite. Et ensuite, l'accompagnement des partenaires, c'est beaucoup de médiation. C'est-à-dire, on a un maire qui dit non. Dans certains cas, on change de maire, parce qu'il y a des élections, des fois. Et après, il y a les conseillers qui disent non. Il y a toujours des patterns, il y a 2 ou 3 modèles. On sait pourquoi ça ne marche pas, parce qu'on l'a vu ailleurs. Puis là, on commence à savoir comment il faut intervenir, avec qui on peut travailler. Donc, c'est des séances d'information, des pep talks, des séances de médiation. L'important, c'est la médiation entre la paroisse puis la ville, la municipalité. Ça, c'est les soirées un peu... parce que les paroisses sont quand même équipées un petit peu. Des fois, ils engagent un négociateur chevronné. Puis là, j'apparais comme le négociateur de la municipalité. Je dis, je ne suis pas un négociateur, je suis un médiateur, mais je veux dire, j'ai quand même un peu de connaissances à cause du nombre de cas qu'on a déjà étudiés. Donc, ensuite, on travaille sur le plan d'affaires, le choix d'un parti architectural, le développement d'une vision. Toute notre idée est fondée sur... On doit produire une image qui montre aux gens que l'Église, c'est plus cette vieille affaire pour laquelle on n'a plus d'argent, puis pour laquelle il faut encore faire une épluchette de blé d'Inde, mais c'est un projet nouveau qui mobilise les gens, les citoyens, que ce soit des anciens paroissiens ou des nouveaux venus. Et comment ils peuvent tous se reconnaître dans ce monument nouveau, renouvelé. Et ça, c'est clé. Après, ça coûte combien? Donc là, il y a un travail à faire avec les programmes de subvention, ainsi de suite. Mais c'est des choses qui vont assez bien. Saint-Brigitte, ça nous a pris 10 ans. Samir, on est rendu là, 10 ans. Là, on passe chez le notaire ces jours-ci. Ça a pris 4 mois, dans un cas. Et donc, le rythme s'accélère un peu parce qu'on sait mieux faire. On a appris des choses. Et aussi, évidemment, ça devient... Je veux dire, quand j'allais parler à les colloques des municipalités, là, les maires, il y a 10-15 ans, disaient, non, vous rêvez en couleur, pensez-vous vraiment qu'on va s'occuper de notre Église? Puis aujourd'hui, on a des listes de collègues qui ont fait ça. Ils connaissent des maires qui ont pris des églises, des municipalités qui sont intervenues, puis ils nous avouent même candidement, vous savez, on envoie un chèque chaque année à la paroisse, mais il ne faut pas trop le dire, là, parce que... Bon, alors, il y a du bon monde, il y a des gens qui ont de la volonté, puis on essaye d'encadrer ça dans un contexte légal et réglementaire qui va toffer, là. Je veux dire, il y a eu beaucoup de contrats d'achat d'églises et beaucoup d'aides aux églises qui ont été données de façon illégale. Et j'ai toujours peur que les affaires municipales se réveillent un matin, mais on communique avec eux, puis ils nous disent, OK, les baux pour des lieux de culte temporaires, ça va, mais pas plus que 10 ans. Puis donc, il y a un observatoire là, aux affaires municipales, mais ils donnent beaucoup d'argent. Je veux dire, dans nos projets, le ministère de la Culture n'est pas là. Il n'est pas là du tout. Alors, parce que l'essentiel de l'argent, chaque année, on dépense plus de 100 millions au Québec pour convertir des églises, puis le dollar culturel là-dedans, il est infime, là. C'est de l'argent de poche. Donc, il faut chercher de l'argent. Et là, la promesse d'avenir, si on arrive à s'entendre tout le monde, c'est les infrastructures. Le projet fédéral,
Ça, pour le Québec, pour les églises, ça peut être une manne. Si on arrivait seulement avec un projet cohérent, puis une porte d'entrée, pour dire on va aller chercher de l'argent pour nos églises, ça doit être forcément une concertation municipale. Ça ne sert à rien d'envoyer une concertation diocésaine, discuter avec le gouvernement fédéral, ça ne marchera pas. Ça a marché il y a une trentaine d'années avec Pierre Vivante, puis l'action qu'on avait faite pour créer le conseil à l'époque, moi à Québec, puis l'abbé Turmel à Montréal. Mais les temps ont changé, là, donc il va falloir vraiment une concertation des acteurs locaux pour aller chercher des fonds sous programme fédéral qui va être là. Justin me l'a promis. Alors, vous voyez, nos églises, juste pour donner une idée, on a 112 églises, 65 catholiques, 35 protestantes et 10 églises anglicanes. Ça exclut les 25 qui sont déjà confirmés. Là. Il y en a qui ont été démolis, il y en a qui sont déjà convertis. Le maire de Valleyfield a déjà acheté 4 églises. Là, il est un peu réticent parce que sur la 5e, il trouve que les professionnels abusent un petit peu. On dit, bien, changez de professionnel, là, trouvez des gens qui appuient moins fort sur le crayon. C'est ce qu'il va faire. Les exemples, ce qu'on fait, on a une assemblée citoyenne, parce qu'on fait ça aussi, on fait de l'animation et de la médiation pour convaincre les citoyens municipaux d'acquérir l'Église et d'accepter éventuellement que ça ait un impact sur la fiscalité municipale. Donc, mardi soir prochain, on s'en va à Saint-Pointe-des-Cascades et on va exposer le détail des clauses qui permettent à la municipalité de faire l'acquisition de l'Église et du presbytère pour y reloger un espace municipal, une salle de fête municipale, une bibliothèque. À côté, il y a le presbytère qui devient l'hôtel de ville. Mais la particularité de notre intervention, c'est que non seulement on travaille pour le transfert, le sauvetage des biens, c'est toujours à $1. Hein. Je veux dire, à $2, on ne travaille plus. Nous, on est financé à l'extérieur, donc on est bénévole. Les maires disent toujours, oui, mais c'est bien, tout ce que vous dites, ça va coûter combien? On dit, monsieur le maire, ça ne coûte rien. C'est un service aux collectivités de l'UQAM, puis c'est un service à la région du musée régional. Mais on introduit, par exemple, dans la clause d'achat, des clauses patrimoniales. C'est-à-dire que l'acquéreur, c'est-à-dire la municipalité, s'engage à tout jamais sur une clause, une servitude qui est rattachée au fonds constituant qui est le terrain de la cathédrale de Valleyfield. Ça peut être transféré à la cathédrale de Montréal si jamais le diocèse disparaissait. On transfère l'obligation de conserver intacte la charpente et l'intérieur de l'église. Parce qu'on dit l'intérêt de ce bâtiment de Julien Perron, c'est ce travail en bois lamelé collé. Il se pourrait qu'il y ait un travail sur le fenêtrage ou des choses comme ça à faire pour les conditions. Mais on essaye toujours d'identifier ce qui est vraiment la valeur patrimoniale de ce bâtiment pour la protéger. Et puis, je vous assure que nos clauses patrimoniales sont beaucoup plus efficaces que quelque forme de classement que ce soit. Parce que pour défaire la clause patrimoniale, il faut aller en cours, il faut y aller longuement. Ça coûte cher. Ce n'est pas juste un ministre ou un maire qui peut dire « j'ai classé, donc je peux déclasser ». Alors, on essaye d'introduire des clauses comme ça qui sont un peu innovantes et qui font que même des bâtiments qui étaient moins bien vus sur le plan national ou qui avaient une cote du CPRQ qui n'était pas très forte, que ces bâtiments-là, qui sont au cœur de la vie collective, de la communauté, qui ont pour eux, pour ces gens-là, un intérêt patrimonial réel, on essaye d'identifier les choses qui sont structurantes dans la préservation de ce monument. Et ça, pour éviter aussi, je vous le dirai, là, je ne dirai pas ça à un groupe de maires, j'espère qu'il n'y en a pas ici, mais il y a encore des mairies, des communes, des maires qui se disent on va acheter l'église parce qu'on sait qu'on pourrait l'acheter pas cher. Puis si on ne sait pas trop quoi faire avec, dans 10 ans, on va démolir, puis nous, on peut changer le zonage. Donc, ces terrains-là, le seul presbytère, là, il peut se vendre 500 000 $. L'église, c'est la valeur du terrain moins le coût de la démolition de l'église, donc c'est négatif. Mais une municipalité, pour dire pour des raisons de sécurité, je démolis l'église, puis ensuite j'ai 2 terrains que je peux remembrer. L'interdiction de diviser à cause de la largeur, moi, je peux adopter une réglementation corrective et donc je peux faire 1 million avec ça. On se dit, c'est pas vrai que les paroissiens auront donné pour $1 un bâtiment avec lequel ensuite un autre corps constitué va faire de l'argent. Les gens qui donnent l'Église veulent qu'elle soit gardée, qu'elle reste. Le premier critère patrimonial, conservation à l'usage collectif. Deuxième critère, qu'est-ce que vous allez être obligé de garder? Parce que vous faites une bonne affaire, mais il y a des contraintes qui viennent avec ça. Donc, c'est un peu l'horizon du classement.
mais qu'on fait fonctionner à une échelle régionale. Et après, on fait une vision. Alors là, on a des jeunes architectes stagiaires. On a eu Mélanie chez nous pendant 1 an. C'est une architecte lyonnaise qui travaillait en CAO. Et donc là, on développe des outils de conviction. Il y a des, je veux dire, quand les gens voient leur église comme ça, ils disent « Ah, qu'elle est belle ». Mais on fait surtout des projets qui montrent les aménagements intérieurs, comment on peut de façon légère faire une partition entre une bibliothèque. Il faut savoir que dans des petites municipalités, les bibliothèques sont utilisées 8 heures par semaine. Là. Donc, ce n'est pas un bâtiment comme on connaît à Québec. Mais la salle municipale, donc la bibliothèque. On fait des projets économiques parce qu'on prend le mobilier qu'il y a déjà dans la bibliothèque et on l'incruste dans l'église. Donc, on fait la démonstration qu'on n'est pas là pour dépenser de l'argent. On travaille en arrière-plan avec des architectes qui ont un savoir-faire et qui nous aident parce qu'ils savent très bien que plus on arrive à convaincre des municipalités d'acheter des églises, de les convertir, puis notre credo, c'est on engage des architectes de la région. Donc, les gens disent, j'ai un ami à Montréal, oublie ça. C'est-à-dire, oui, mais il n'a jamais restauré d'église. Pas grave, on va y apprendre. On va s'asseoir avec lui, puis on va y faire visiter d'autres chantiers. On veut rester dans cette dynamique de la région parce qu'on veut, notre projet, notre grand projet avec le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, c'est de construire des communautés patrimoniales. C'est pour que la région se prenne en main. Et ça va par le maintien des églises, la conversion des églises, mais aussi la construction des nouveaux hôtels de ville. On travaille au schéma d'aménagement. On travaille à la mise en valeur du canal de Soulanges. On travaille sur les restaurations du Petit Pouvoir. Donc, c'est une vision un peu holistique. Bon, le problème, ça fait des semaines un peu longues, mais enfin, on a de l'aide, on a des jeunes recrues, on a des étudiants qui sont formés dans ce contexte-là. Je vous donne un autre exemple. Saint-Étienne, bon, sur l'église, c'est écrit 1869. En fait, c'est une église de 1864, une église en briques qui a été enduite d'un crépi après, parce que c'est de la brique industrielle qui était un peu friable. Mais à la fois, l'église et le presbytère ont été faits d'après les plans de Victor Bourgeot. Et puis, Bourgeot est revenu en 1881, cette fois Bourgeot-le-Pron, pour faire l'intérieur de l'église. C'est un petit bijou. Il y a une église qui ressemble à ça un peu. L'intérieur, c'est Saint-Janvier, près de Mirabel. Mais à l'extérieur, c'est assez unique. Et c'est un monument qui est un peu le monument de l'indépendance. Les gens de Saint-Étienne voulaient une paroisse. Les gens de Beauharnois ne voulaient pas. L'évêque, Monseigneur Bourget, les a aidés. Et donc, il y a une correspondance intense entre des souverainistes là, de Saint-Étienne et Monseigneur Bourget. Et ils ont fini par réussir, parce que Monseigneur Bourget les a aidés auprès du député, ils ont obtenu la création d'une municipalité, la première municipalité créée après l'érection de la Confédération canadienne. Donc, Et ils ont eu un périmètre municipal qu'ensuite l'évêque a accepté comme périmètre paroissial. C'est tout à fait unique. Et le souvenir de toute cette lutte, de cette bataille, les noms des gens qui sont engagés, c'est ce petit bâtiment. Ensuite, on leur a dit, c'est pas rien qu'un tas de problèmes, c'est pas rien qu'une fournaise qui marche plus, puis des factures à payer. Et on a publié pour convaincre, on publie des brochures, des petits livres, des guides d'églises de la région. On fait les relevés des bâtiments parce que de Victor Bourgeot, vous le savez, on n'a pas toujours les plans, donc on fait les relevés du bâtiment. Et une fois qu'on a fait le relevé du bâtiment, on fait cette conciliation avec les besoins du milieu et on essaye de voir comment le bâtiment, avec son nombre de mètres carrés puis son nombre de mètres cubes, pourrait répondre à un certain nombre de besoins, mais dans des conditions qui sont réalistes en termes budgétaires. On a une paroisse là, de 804 habitants, là. Donc ils ne vont pas dépenser 4 millions comme ça. Mais il y a des budgets, il y a des programmes disponibles, que ce soit le PICMIC, le programme pour l'aide à l'installation des bibliothèques dans les municipalités, et ainsi de suite. Donc, on fait un plan fonctionnel, on essaye de bloquer un programme qui tient compte des exigences du Code du bâtiment, et on fait la modélisation avec des images qui montrent comment on peut éviter des solutions. Parce que souvent, au Québec, on a fait quelques expériences, mais chaque fois, l'architecte, c'est une première. Puis on s'est dit, on peut-tu arrêter d'inventer l'eau chaude, puis d'aller voir ce qui se fait de bien en Allemagne, ce qui s'est fait de bien aux Pays-Bas, ce qui s'est fait de bien ailleurs, pour essayer peut-être de trouver des solutions qui sont plus légères, plus performantes sur le plan énergétique, plus économiques en coût d'opération. Donc, c'est notre connaissance du contexte étranger qui nous amène à proposer des choses qui sont plus légères,
mais résolument moderne. Je veux dire, parce qu'on a dans notre plan église un grand nombre de ces églises dont on veut conserver la présence dans le village. Saint-Étienne, elle est sur la rue de l'Église, là. La rue de la Gare, il n'y a rien qui se passe là, puis le couvent, il est parti. Donc, c'est vraiment le dernier soubresaut historique là, qui reste. Il n'y a pas beaucoup de maisons anciennes qui survivent non plus. Faire un monument résolument moderne, mais qui n'altère pas ni l'architecture extérieure, ni l'architecture intérieure. On se comporte comme si le bâtiment était classé intégralement et comme si tout ce qu'on y inscrivait pour recevoir un nouvel usage était réversible. Mais c'est souvent ce qui est le moins coûteux. Quand les architectes commencent à construire à demeure un autre bâtiment dans l'église, là, bien, c'est là que la facture augmente. Donc, on a ces exemples-là, des modélisations. Je vous donne un autre exemple. Ça, on est en cours là, ça a été un gros travail de conviction. Le maire était favorable, la DG aussi, mais les conseillers étaient plutôt contre. Donc, ça a pris des mois de discussion avec le conseil municipal pour convaincre les conseillers élus par les nouveaux venus dans la paroisse, les convaincre qu'ils avaient quelque chose là d'intéressant qui participait à leur identité aussi. Je leur ai dit à la fin de la soirée, là, mais vous venez habiter à Saint-Étienne, bien, vous savez ce que c'est Saint-Étienne, c'est cette affaire-là. Là. Si ça, c'est plus là, bien, ça peut être grosse ville ou petite ville ou moyenne ville ou n'importe ce que vous voulez, ou vous pouvez vous faire fusionner par les voisins. Il dit jamais. Bon, bien, utilisez votre histoire pour résister à la fusion, mais vous avez besoin d'un bâtiment municipal puis d'un terrain municipal qui vous permettent de vous développer. Vous êtes capable de recevoir 800 personnes de plus. Bien, les seuls terrains de la fabrique, ce qu'on a là puis ce qu'il y a derrière, ça permet d'accommoder les gens, mais aussi de vous donner les services que vous êtes en droit d'attendre dans une municipalité moderne. Donc, on a plein d'arguments. On a un exemple, Saint-Stanislas Kostka, c'est une très belle église, l'architecte Lafleur, une de celles d'une époque qu'on a beaucoup. Là, au lendemain de la guerre, l'église a brûlé. Ça a été compliqué, obtenir les autorisations pour construire, trouver l'acier. Bon, je vous passe toute l'histoire. On est en train de faire un petit livret là-dessus aussi. Mais c'est une église qui est facilement, vous allez dire, facilement réutilisable. Mais il y a 12 ans de pourparlers entre la paroisse et la ville qui ont échoué. Et ça a créé un dégât formidable. Dans la tête des élus, l'équipe en place a été battue. La fabrique a gardé un mauvais souvenir. Et donc là, sur le fait que l'église devienne municipale, la mairesse a dit non, puis les conseillers municipaux ont dit « never, fini ». On dit « OK, c'est correct, c'est pas grave, mais allez-vous collaborer avec nous s'il fait un projet autre ?» Donc là, on développe un projet, une intermunicipale pour faire un équipement sportif qui va desservir 2 MRC. Et là, les gens se sont dit « c'est pas si pire ». Ils ont dit « c'est pas si pire, pourquoi? » Parce qu'on leur a montré des images. On a dit, là en haut, là, il y a 2 terrains de basket, puis en bas, il y a une patinoire de roller hockey. Je ne sais pas, Samir, tu verras, en bas, c'est la patinoire de Saint-Brigide telle qu'elle. Donc, il n'y a rien que ce qu'on fait qui est perdu, là. On recycle toutes les expériences, tous les savoirs, toutes les connaissances pour absorber. Et quand on se promène avec ça, les gens disent, bien, c'est notre solution. Maudit, on ne serait plus obligé d'aller à Valleyfield puis d'attendre que le pont baisse, parce qu'il y a un pont qui lève, là, sur le Grand Canal. Chaque fois qu'on va conduire nos enfants, puis ils ne veulent plus jouer au hockey dehors parce qu'il n'y a plus de glace, bon, on joue au hockey en dedans. Alors ça, c'est la magie. Quand on arrive à saisir les besoins, à les illustrer dans le cadre du bâtiment, puis ensuite, budgétairement, montrer que c'est faisable. Si tu fais des plateaux sportifs, tu as des programmes d'aide. Si tu fais un hôtel de ville, tu as des programmes d'aide. Si tu fais une bibliothèque, tu as des programmes d'aide. Si tu veux faire un centre de réflexion yoga, c'est de la pensée magique, puis tu vas nulle part. Donc, on essaye, on ne va pas changer la loi, on ne va pas créer de nouveaux programmes. On va simplement utiliser la richesse collective qu'on a. On se met en ligne, on fait nos devoirs, puis on va chercher les fonds là où ils sont. On n'a pas eu d'échec encore. Le seul échec qu'on aurait, c'est que la paroisse ne veut pas vendre ou que la municipalité ne veut pas acheter, puis qu'il n'y a pas d'OBNL ou que la fabrique continue à vouloir 1,4 million contre toute raison. Puis ça fait que ça traîne au frigidaire, mais on n'a pas de cas comme ça. Je veux dire, en gros, on arrive à déboguer ces situations en 2-3 mois. Dans le plan Église, il y a d'autres choses. Donc, on fait des brochures, des parcours. Par exemple, là, on organise notre prochain séminaire régional, va être dans la région, pour les gens de la région. Regardez ce que vous avez déjà fait. Donc, ceux qui n'ont pas réfléchi à ça encore, regardez la municipalité voisine, regardez l'autre, regardez Saint-Clair, on fait un plateau sportif. Là, il y a un hôtel de ville. Et là, ils ont utilisé la géothermie, ils l'ont financé de telle façon, puis ça a permis d'avancer le projet. On a des écoles d'été.
Je veux dire, on ne fait pas ça à l'UQAM, on fait ça au musée régional parce qu'on veut vraiment développer une compétence locale. On a aussi notre congrès international de l'Association for Critical Heritage Studies, 4-8 juin à Montréal, qui va attirer à peu près 900 personnes à Montréal. On a 740 et quelques communications. Il y en a près d'une soixantaine sur les églises dans 4 ateliers. Donc là, c'est l'expérience du monde entier. Mais ces gens-là, on les amène aussi. On fait des ateliers à Vaudreuil. On va dire, regardez, venez voir ce qu'on fait là. Puis... Et évidemment, ça, pour une MRC ou une municipalité, de recevoir des gens du monde entier. Il y a 87 pays qui sont représentés dans ce colloque-là. Donc, de voir arriver une délégation non seulement de Japonais, là, qui est le cliché touristique, là, mais des Chinois, des Taïwanais, des gens d'Australie, des gens d'Amérique latine, tout ça qui viennent voir comment nous on fait. Pour eux, là, c'est important. Pour la fierté là, qui fait qu'après... Quand il nous manque 15 000 il y a une MRC qui vient nous dire, on va vous aider. Là. Votre colloque, là, on va vous le financer. Parce qu'on le fait chez eux. Puis on attire le savoir en région. Et on fait des ateliers pour les élus sur la responsabilité des municipalités en matière de patrimoine. Donc, dans le cadre du colloque, on va avoir une grande soirée. On va la faire à Vaudreuil aussi, avec des maires, des gens comme ça, pour que les élus se motivent un peu entre eux. Nous, on peut faire des pep talks à bien du monde, là, mais je veux dire, il n'y a rien de plus efficace qu'un maire qui parle à un autre, puis qui dit, regarde, je l'ai fait, là, donc tu es capable. Alors, la dernière étape de ce plan Église, c'est la fiducie des clochers de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Je ne veux pas détailler ça longtemps, c'est assez technique, mais la fiducie d'utilité sociale qu'on peut créer avec les amendements législatifs qui ont été faits sur le Code civil au Québec, nous permettent de constituer ce nouveau propriétaire. Vous savez que ce qui nous menace, c'est notre problème important, c'est les 300 et quelques églises qui sont classées. Les gens disent, c'est pas grave, sont protégées. Pas du tout. Parce que ce n'est pas le ministère qui va devenir propriétaire de ces bâtiments si le jour où la paroisse dit, je ne suis pas capable. Et la paroisse ne peut pas rester propriétaire si ce n'est pas un lieu de culte actif. Bon, on s'entend. Donc là, il faut constituer un propriétaire laïque pour qu'il ait droit à des subventions publiques, à de l'argent public, dans des programmes. Donc, notre idée, c'est de préparer une fiducie pour que, région par région, cette fiducie collectionne les églises les plus précieuses. Dans notre cas, on en a identifié 3 et on va travailler auprès du ministère pour en faire reconnaître 2 autres. Donc, on mettrait à l'abri comme ça 5 bâtiments d'un intérêt national majeur pour que le ministère puisse fabriquer un programme d'aide aux fiducies. C'est compliqué parce que ça requiert des amendements législatifs. On ne fait pas ça sur un 25 cents, là. Mais c'est la seule façon de trouver une solution pour pas que chaque église patrimoniale précieuse soit propriété d'un propriétaire différent. Vous imaginez ça si toutes nos églises classées appartenaient à des groupes différents, certains qui aiment les clochers, d'autres qui aiment les orgues, celles qui sont plus dépensiers, d'autres pas du tout, des groupes plus actifs, des groupes moins actifs. Ça serait la débandade patrimoniale. Donc, il faut trouver un propriétaire, mais qui est un lobby national, mais qui fédère des associations, des fiducies locales, dont les constituants les plus importants sont évidemment les diocèses. On ne peut pas faire une fiducie si le diocèse dit « je ne veux rien savoir ». Mais il y a des régions qui voudront savoir, des régions qui ne voudront pas savoir. C'est tout. C'est-à-dire, on rêvait à de la symétrie au Québec dans les années 60, là, ça ne marche plus. On travaille avec les gens qui veulent. Les autres, ben, on verra quand ils appelleront. Alors, c'est ça, le modèle, c'est le Pays-Bas. On a été longtemps, il y a les Britanniques, évidemment, puis on va les rencontrer régulièrement. Puis on a travaillé avec la Stichting Oude Groninger Kerken. On est allé là en mission, à plusieurs. On a vu comment ils fonctionnaient. Ensuite, on les a invités ici, puis on est retourné, on fait des échanges. Ils viennent au mois de juin encore. Il y a aux Pays-Bas à peu près une quinzaine de fondations. Celle-là est la plus importante. Elle possède 70 églises qui sont à 80% des monuments classés. Et ils font des opérations qui s'autofinancent avec ces églises-là. Donc, ils ont de quoi. Évidemment, on n'est pas des Hollandais, on n'a pas le même sens du business, là. Mais donc, j'ai un peu de gène flamand quand même. Mais je pense que, tu sais, quelqu'un qui dit « vous rêvez en couleur quand vous rêvez de fiducie », on se reparlera. La question, c'est pas une affaire qu'on crée demain, là. Donc, ça prend de la conviction auprès du diocèse, puis ensuite, ça prend un travail préparatoire de transformation légale et réglementaire. Il faut convaincre le ministère de la Culture. Bien, le
défaut du ministère de la Culture, c'est que chaque fois on y va, on leur amène ces gens-là, c'est quelqu'un d'autre qui change. C'est un nouveau directeur, c'est un nouveau sous-ministre. Donc, on travaille pour la pérennité, la perpétuité, puis le ministère, il y a un agenda de 6 mois, on dirait. Donc là, c'est un peu difficile d'accrocher quelqu'un, là, puis dire, on peut-tu s'asseoir, puis discuter de ça, de ce que vous pourriez faire, et vous devez préparer pour dans 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est devant un mur, mais on n'a rien vu, là. À Québec, Saint-Jean-Baptiste, ça excite un peu les esprits parce que c'est une église classée. Puis, mais quand on va arriver à l'île d'Orléans, quand on va arriver à ces belles vieilles églises dans Dorchester, dans Saint-Vallier, dans Bellechasse, les bâtiments classés, quand on va toucher les vieilles églises de la région de Montréal, puis on est là, nous, dans notre plan église, on en a une, là, qui, si ce n'était pas de la municipalité qui a envoyé un chèque, là, elle serait déjà vendue ou démolie, Saint-Jean-de-Chantal de l'île Perrot. Donc, c'est des bâtiments du 18e siècle, là, on rit plus. Donc, on a nos modèles. Vous voyez, les églises de la Oude Groninger Kerkenstichting aux Pays-Bas, vous les voyez sur une carte, là. Bien, c'est à peu près le territoire du plan Église. Ça aussi, c'est un modèle. Hein. On regarde les superficies, les pieds carrés, le nombre d'églises. On dit, ben tiens, si on voulait faire un truc pan-québécois, on va se casser la gueule. Les gens, Basse-Côte-Nord, ils vont une open, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Là? Ben, mais c'est pas le plan open, c'est un plan Église. Puis on travaille avec des modèles. Et vous voyez, ils ont des églises très variées, très rurales. Ça a l'air de rien, la petite église qui est là, mais c'est un bâtiment du 13e siècle. À côté, c'est un bâtiment de la fin du 12e siècle, début 13e siècle, construit en différentes époques. Ces églises-là appartiennent à la Fondation, qui, dans la plupart de ces bâtiments, organise des événements. Évidemment, il y a un patrimoine là qui est particulier parce que à la fois les églises, la structure des bâtiments, puis les techniques de restauration utilisées depuis le 19e siècle, les manières à Viollet-le-Duc, là, ont nettoyé ces églises. Et surtout chez les protestants, on a enlevé les ornements. Et donc, l'église, elle est à la pierre. Et dans ça, on installe des choses. Et quand on n'a plus besoin, on les enlève. Nous, évidemment, et c'est là-dessus que travaille Edith chez nous, c'est comment la singularité de nos églises, avec ces ornements en bois, puis les bancs vissés au plancher. Comment est-ce qu'on fait pour faire autre chose là-dedans? Comment est-ce qu'on fait pour le faire survivre? On a une petite couche de complexité supplémentaire pour conserver ces objets comme ce que les Allemands appelaient des Gesamtkunstwerk, des œuvres d'art totales. On ne peut pas enlever le maître-autel, et si on garde le maître-autel, il faut garder le tableau du maître-autel. On se fend le cœur si on arrache les confessionnaux. Puis c'est la drame dans la paroisse, puis dans la confrérie des monuments historiques, si on dévisse les bancs. Pensez aux bancs de Saint-Jean-Baptiste à Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, là, mais il n'y a pas beaucoup de choses aussi excellentes que ça au Québec qui ont été faites en menuiserie. Là. Alors, si on les enlève, bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Puis 2, quelle est la perte? Mais qu'est-ce qu'on fait avec une église dont tous les mètres carrés sont occupés par une façon inconfortable de s'asseoir? Et pour conclure, donc, on visite ces bâtiments. Il y a aussi Amsterdam Stadsherstel, qui est une organisation, c'est plus une association sans but lucratif, mais selon la loi hollandaise, et qui fonctionne en commandite, donc avec des grandes corporations. Notre prétention au Québec, c'est quand nos monuments précieux vont être propriétés d'organismes laïques qui ont une réputation puis un rayonnement national, on va pouvoir engager Bombardier, ils vont avoir un peu d'argent, là, mais les caisses populaires et les grandes. Je prends l'exemple du pays flamand où dans la conservation des églises, où la religion est aussi imprégnée dans le fait de culture en pays flamand qu'il l'est au Québec, et les églises sont aussi vides qu'elles le sont au Québec. Mais toutes les grandes corporations financent la conservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux. Pas parce que ce sont des lieux de culte, parce que c'est du patrimoine. Et c'est à ça qu'on veut arriver, et c'est à ça que servirait une fondation qui travaille au plan québécois, mais en respectant les spécificités de chacune des régions et la volonté des acteurs à s'insérer dans le temps. Merci.